Social selling. Au lieu de mettre 100, 150, 200, 300 par jour, on va mettre un 10 000 par jour sur celle-là. Puis on va mettre un 2 000 en retargeting. Comme on part avec 12 000, qu'on va augmenter tranquillement à tous les jours de 20-25 %. Mon nom est Antoine Gagné, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Le marketing d'influence peut être extrêmement performant pour des entreprises qui vendent directement aux particuliers. Le magazine Forbes avait d'ailleurs sorti une statistique très intéressante. Selon leurs recherches, les milléniaux avaient 33 fois plus de chances de se faire impacter dans leurs décisions d'achat si le contenu consommé venait d'un influenceur qu'ils suivaient plutôt qu'une simple publicité d'une entreprise. Maintenant, comment peut-on utiliser le marketing d'influence à notre avantage? Est-ce qu'on peut utiliser cette technique de manière créative? Pour en parler aujourd'hui, je reçois mon ancien collègue de travail, Tarek Dasser, maintenant président de Influence World Media. Tarek, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Antoine. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Puis, Tarek, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, marketing d'influence, que je sais que tu t'es fait beaucoup de connaissances sur le sujet dans la dernière année, peux-tu nous dire ce que tu as été capable de faire dans les 12 derniers mois? Parce que président d'Influence World, je te disais un petit peu avant le podcast, je vois que tu es également dans l'entreprise de Vie Urbaine. Parle-nous un petit peu de ce que tu as pu faire dans les 12 derniers mois. Ben écoute, l'idée de base, c'était vraiment comme pour pousser les offres qu'on avait. On avait plusieurs offres sur Vie Urbaine, justement, vieurbaine.com. C'est un site que tous les jours, il y a des nouvelles offres, mais plus dans le marché québécois. Puis là, une des façons où on voulait vraiment aller pousser ces offres-là, c'est vraiment mettre des partenariats avec des influenceurs. Puis là, c'est sûr, après plusieurs dizaines de tests, essais, erreurs, ben souvent, on n'avait pas comme un bon retour sur notre investissement. Malgré que, quand moi j'ai commencé, le marché du marketing d'influence en 2019, il s'élevait à environ 6,5 milliards de dollars. C'est un gros marché, ben on voulait aller le chercher. Puis là, en 2020, tu sais, aujourd'hui, on parle de 20 milliards de dollars. Okay. Donc, c'est comme le marché, il a vraiment beaucoup grossi. Puis c'est là qu'on a décidé de lancer une agence de côté qui va gérer non seulement les offres pour Vie Urbaine, mais aussi on allait chercher d'autres clients qui avaient peut-être pas nécessairement le budget, ni les connaissances, ni l'expertise pour créer des campagnes d'influence. Parce que c'est pas vrai que quand on va engager un influenceur, puis il va prendre une belle photo avec notre produit, que là, tout le monde va commencer à acheter ce produit. Mais au début, tu sais, on regardait, c'est un petit peu ce que tout le monde faisait. Fait qu'on a essayé de faire la même chose. Malheureusement, je peux te garantir que ça ne marche pas. À moins qu'on soit une grosse compagnie comme Coca-Cola ou Nike ou Adidas, qu'eux autres ils vont engager des centaines de milliers d'influenceurs, que tout le monde va poster une photo avec leur marque, puis vont aller chercher, je te dirais, du branding avec cette campagne. Mais nous, ce que les clients viennent nous voir, ils cherchent pas nécessairement du branding, mais ils cherchent à faire des ventes. Ils cherchent à remplir leur coffre, ils cherchent à remplir leur business, ils cherchent à aller faire connaître plus leur marque pour réaliser des ventes. Fait que c'est de là que l'idée de lancer l'entreprise il y a un an, Influence World Media, a commencé. Donc, en gros, juste pour être certain, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu parles de marketing d'influence, mais vous autres, quand vous allez travailler avec ces influenceurs-là, travailler avec ces partenaires-là, les offres, les produits que vous allez mettre de l'avant viennent de l'influenceur, mais par la suite, vont être distribués également par un budget média. C'est ça? Bien sûr. C'est là j'ai combiné mes connaissances en marketing numérique avec mon expertise en publicité Facebook. Puis je te dirais, les deux combinés ensemble, ils nous donnent vraiment des retours sur investissement qu'on n'a même pas espéré avoir. Mais c'est sûr, il faut suivre un certain processus qu'on a développé à travers plusieurs dizaines de campagnes qu'on a lancées. Je te dirais qu'il y a des semaines qu'on pouvait lancer 20 à 25 campagnes en même temps. Donc, c'est sûr, il y avait une courbe d'apprentissage. Non seulement on a amélioré notre processus avec les influenceurs, mais aussi on a amélioré notre processus à l'interne pour travailler sur 3 phases complètement distinctes, mais aussi complémentaires, pour qu'à la fin de la phase numéro 3, quand on regarde notre investissement versus le retour qu'on a eu, on est toujours content puis on fait le part.
OK. Moi, je veux qu'on fasse le party, mais avant, parle-moi un petit peu de ces étapes-là. Là. C'est quoi cette première, deuxième et troisième étape-là pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Puis également, Tarek, si tu pouvais donner un peu de contexte, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est davantage aux entreprises briques et mortier? C'est des entreprises qui vendent en ligne? Juste pour être certain que le processus que tu vas nous dire, on soit capable de savoir à qui ça s'adresse spécifiquement. Je te dirais que c'est une excellente réflexion parce que le marketing par influence ne peut pas aider toutes les entreprises. Si on veut utiliser ce processus parce qu'on a un besoin puis une volonté d'accroître. Puis pour accroître, il faut qu'on ait les possibilités, il faut qu'on ait assez de place. Si on est comme une business qui peut accueillir des clients, il faut qu'on ait assez de place pour accueillir un maximum de personnes. Si on vend en ligne, il faut qu'on ait toute la machine derrière qui peut livrer à temps, qui veut produire le produit à grande échelle. Donc, si on cherche 20-30 clients par semaine, on oublie le marketing d'influence. Sincèrement, je trouve que ça va juste une perte d'argent et d'énergie. Mais si on cherche, tu sais, juste te dire à peu près environ quand on lance une campagne, la campagne va durer environ 1 mois et demi à 2 mois pour chaque offre. Puis on va essayer d'aller chercher minimum 5000 ventes. Donc si t'as pas une capacité d'aller accueillir 5000 nouveaux clients ou vendre 5000 produits en 1 mois et demi, je pense pas que le marketing d'influence va avoir un réel impact pour toi. Sinon, tu vas juste acheter de la publicité, tu vas investir du temps et de l'argent pour dire au monde à quel point ton processus n'est pas bon. C'est pas l'image que tu veux renvoyer, là. Intéressant. Fait que ça parle-nous de répond ça. à ta question? Ah, 100%. Je vois, en tout cas, ce que je comprends bien, c'est comme un petit peu je disais en début d'intro de podcast, ça s'adresse vraiment aux entreprises qui vendent directement aux particuliers avec un produit de masse. Ben oui. Tu sais, ça peut être un petit resto, mais c'est une chaîne de plusieurs petits restos. Donc, on peut accueillir en 200 et 300 clients par jour. Là, ça devient intéressant. Tu peux vendre autant de forfaits pour ton resto. Ça peut être des spas, ça peut être des studios de fitness, ça peut être des hôtels. Un hôtel que normalement, dans des périodes creuses, sa capacité est de 30 à 40%. S'il veut aller chercher son 100% à tous les soirs, là, le marketing d'influence peut vraiment l'aider à combler ce vide. Fait que c'est sûr que si t'es pas capable d'accueillir, comme tu dis, autant de monde, puis t'adresser à la masse, essaye pas le marketing d'influence. Je comprends. Donc là, si je veux détailler nos 3 phases, la première phase, on l'appelle une phase d'évaluation. Parce que c'est pas vrai que même on s'assoit avec la marque, avec l'équipe marketing de l'entreprise, puis on ramène une bonne offre. C'est pas vrai que quand on va mettre cette offre devant le client qui va l'acheter, qui va l'accepter. Fait que c'est sûr, on rentre dans une phase d'évaluation. Il faut évaluer notre offre. La première chose, il faut dire, est-ce que notre offre, elle marche ou elle marche pas? Si elle marche pas, il faut s'arranger qu'elle marche avant de grossir notre budget publicitaire. Dans cette phase aussi, on va essayer de prendre 0 risque. C'est qu'on va dresser une liste d'influenceurs qui ont en 10 et 20, 30 000 abonnés. C'est des petits influenceurs qui sont pas beaucoup sollicités par des compagnies ou par des agences. Mais en même temps, ils ont besoin de faire aussi de l'argent. Ils ont souvent une job, mais ils veulent un complément. Donc, c'est facile de les approcher. C'est facile surtout de les convaincre à travailler avec une commission. Donc, on va pas leur donner un tarif fixe. On va leur donner juste une commission sur les ventes qu'ils vont nous générer. Puis là-dedans, ce qui est cool, c'est qu'on va aussi aller chercher des personnalités publiques. Souvent, ces personnalités, leur visage est très connu du public, mais ils ont pas nécessairement une grosse communauté sur les médias sociaux. Donc, je te dis, des animateurs de télé, des journalistes, Miss Météo, tu sais, tout le monde, ici, regarde leur visage, il va les connaître, mais ils ont pas 100 000, 200 000 followers sur Instagram, sur Facebook. Dans cette phase-là aussi, on va se permettre d'aller chercher toutes les plateformes. Que tu sois un YouTuber, que tu sois un gars qui est super bien engagé sur Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, peu importe. Nous autres, tout ce qu'on veut, c'est aller chercher du trafic avec aucun risque. Puis là-dedans, il y a 2 avantages qu'on va tirer de cette première phase. Le premier, c'est que ce monde-là, tu sais, je vais utiliser l'expression, ils ont faim, puis ils veulent se faire prouver. Donc, ils vont vraiment se forcer. C'est pas que les autres vont pas le faire, mais eux, ils vont se forcer encore plus pour nous créer un contenu de très bonne qualité.
Ça, c'est le plus gros avantage. Le deuxième qui va beaucoup nous aider dans le futur, c'est qu'on va aller chercher nos premiers témoignages sur cette offre-là. Donc, non seulement on va avoir un contenu authentique, mais on va aussi avoir des témoignages. Parce que toujours quand on travaille avec un influenceur, on lui fait tester le produit. Si c'est un voyage, on l'envoie en voyage, là. Si c'est une expérience dans un spa, ben on l'envoie essayer cette expérience. C'est un produit, on va lui envoyer le produit pour qu'il le teste. Parce que tu sais, ces gens-là, malgré qu'ils ont une petite communauté, sont en train de bâtir une relation de confiance. Puis on veut aussi des commentaires, puis des témoignages, puis un contenu très authentique. Donc, c'est super, super important. Ce que je trouve dommage, c'est que la majorité des entreprises, ils vont tout de suite aller vers des plus gros influenceurs, mais ils vont pas tester leur offre, ils vont pas tester le contenu, ils vont pas tester aucun indicateur de performance. Puis après 1 ou 2 semaines, ils vont dire leur campagne n'a pas marché, ou ils vont dire on a eu 10 000 vues ou 5 000 likes. Mais quand tu regardes les conversions, ils ont quasiment pas eu de conversion. Donc c'est super important de bien créer nos fondations. Mais là, avec tout le trafic qu'ils vont nous envoyer, on va confirmer, comme je t'ai dit, l'offre. Aussi, on va confirmer le taux de conversion sur nos pages de vente. Parce que tous les influenceurs avec qui on va faire affaire, ils vont envoyer vers une page de vente. Sur cette page de vente, elle est sur 2 étapes. La première étape, on demande un opt-in. On demande une adresse courriel, un nom. Souvent, on demande même plus d'informations, la ville, le numéro de téléphone. Tout dépend du produit qu'on va donner. De 1, on va pouvoir collecter ces informations qu'on va donner par la suite au client à la fin de la campagne. Lui, il peut les recontacter par la suite. De 2, c'est qu'on va garder cette base de données. Puis quand on va vraiment améliorer notre processus à 100%, les 48 heures qui restent pour notre campagne, on va envoyer un courriel à tout ce beau monde-là pour leur dire « Hey, c'est votre dernière chance ». Quand on envoie votre dernière chance, on a la meilleure page de vente, on a le meilleur contenu, on a la meilleure offre, tout est bien optimisé, fait qu'on augmente encore nos chances de convertir, aller chercher des dernières ventes avant de closer notre campagne. Ce qu'on va essayer aussi dans cette phase-là, parce que quand tu rentres ton numéro ton courriel, ton numéro de téléphone, tu reçois toujours un petit courriel. On crée toujours une automation. Donc, on va aussi essayer d'avoir un meilleur taux d'ouverture, d'avoir un bon taux de clic sur les courriels. Puis là, il va y avoir beaucoup de changements lors de cette phase-là parce qu'on veut le meilleur taux d'ouverture, on a le meilleur taux de clic. Puis là, après ça, on revient sur notre page de vente et on va chercher le meilleur taux de conversion. On va faire beaucoup de changements au début, on va faire beaucoup de A/B testing pour arriver avec une page de vente super performante. Puis là, je vais peut-être même t'impressionner, là, mais normalement, on commence avec un taux de conversion de 2-3%. On est capable d'aller chercher jusqu'à 30% à la fin de la campagne avec des gros budgets. Ouais. C'est comme... Mais c'est juste parce que, je vais te dire le secret là-dedans, c'est que à un moment donné, quand on va travailler avec 20 personnalités publiques, 20 influenceurs, on va utiliser tous leurs témoignages sur cette page. Donc, quand la personne arrive, déjà, les témoignages nous aident beaucoup. Le contenu, la relation de confiance que les gens y ont vers ces influenceurs. Fait que, des fois, je te dirais qu'on a même 30 et plus, mais en moyenne, dans la prochaine phase, on va essayer d'aller chercher 30%. Juste pour être certain, Tarek, là, quand tu dis la page de vente, première page, on demande le nom, l'adresse courriel. Ouais, ça, c'est la page opt-in. Page opt-in, théoriquement, fait que par la suite, quand les gens remplissent leur information, ils arrivent sur une page où est-ce que là, on fait l'offre puis qu'ils peuvent mettre leur information bancaire, c'est ça? Exact, là, ils peuvent acheter, exactement. Fait que si la personne arrive sur ta page, mais qu'elle veut pas nécessairement acheter direct, ben, elle risque quand même de donner son email. Fait que toi, tu l'as tout le temps dans le pipe, là. Okay? Ben oui, non seulement moi, déjà le pixel est déjà installé, fait que je l'ai déjà pixelisé, même si elle n'a pas de rentrer son adresse courriel. Ça, c'est la première chose. Mais la majorité, on crée un effet de curiosité. Donc, les gens, pour recevoir l'offre, je rentre juste mon nom, mon adresse courriel pour recevoir l'offre. Ils donnent. Je te dirais que au début, là, comme je t'ai dit, c'est 1-2% des personnes qui vont vraiment nous donner leur carte de crédit, là. C'est pas beaucoup, mais vers la fin, avec toutes les optimisations, avec tous les tests qu'on va faire, on va changer souvent notre message publicitaire, notre headline, les témoignages, l'offre. Je vais juste dire un exemple plus concret. 2 offres. On a lancé une offre à 79$ pour une plateforme en ligne
l'offre à 79 $, on te donne un rabais pour 3 mois, tu sais, tu vas l'avoir à 59. Donc, pour t'abonner à la plateforme, au lieu de 79, à 59. Pendant 3 jours, on a eu 0 vente. OK, là, je suis comme, OK, mais notre plateforme peut-être est pas bonne, notre message est pas bon. On n'a rien changé. La seule chose qu'on a changé, c'est comment montrer l'offre au client. Donc, au lieu de dire, on te donne un rabais sur le 3 mois, on a dit, hey, l'offre, ça va être encore à 59 au lieu de 79 pour 1 mois. Si tu l'achètes aujourd'hui, on te donne 2 mois gratuits. Fait que là, au lieu d'avoir juste un rabais sur ton 3 mois, ben là, tu as un rabais sur ton 1 mois, puis tu as 2 mois gratuits. Puis avec le même trafic, on a commencé à convertir. Fait que souvent, c'est la perception. C'est souvent, je te dirais, c'est l'erreur des gens. Ils vont pas travailler pour créer cette perception de la valeur. Tout ce qu'on fait, c'est comme on a l'air des génies, mais tout ce qu'on fait, c'est tester. Tu sais, on fait une offre, une deuxième, une troisième. Comment on va les présenter? Aussitôt qu'on a une offre qui marche, ben là, après ça, on va ajouter, comme je t'ai dit, des témoignages. On va changer les textes. On va changer un petit peu les images. Des fois, on rajoute juste plus d'images, puis ça commence à convertir. Des fois, on va rajouter une vidéo parce que beaucoup d'influenceurs, ils vont nous créer du bon contenu authentique avec des vidéos. On va les rajouter à la page de vente. Puis là, tout à coup, elles commencent à mieux convertir. Ce qu'on va tester, surtout dans cette phase-là, c'est le upsell. Parce que la seule façon pour qu'on puisse se permettre des gros coûts d'acquisition, c'est vraiment avoir un upsell. Le upsell, c'est pas tout le monde qui le prend, mais généralement, je te dirais, une personne sur 15 va prendre le upsell, ce qui augmente la valeur de son panier, ce qui nous permet de se permettre des coûts d'acquisition quand on va plus élevés quand on va commencer à acheter la publicité. Fait que, juste pour être certain, Tarek, il y a tellement des bonnes informations que tu nous donnes. On est-tu toujours dans la phase 1 ici? Oh oui, c'est juste la phase 1. OK, ben l'évaluation est longue, là. Ben, je te dirais l'évaluation, si on lance 20 influenceurs, ouais, je te dirais après 10 jours, 12 jours, même 2 semaines maximum, on est capable d'avoir ces données. Parce que souvent, c'est la quantité du trafic qu'on va recevoir. Tu sais, des fois, il y a des influenceurs qui vont nous envoyer 1000 visiteurs par jour. Ben, après 1000 visites, on est capable d'avoir une idée. Est-ce que la personne clique pas? Comment améliorer? Puis souvent, quand on lance un funnel, une page que ce soit opt-in, on lance toujours en A/B testing. On fait toujours compétitionner 2 pages. Fait qu'on sait, tu sais, puis comme là, quand je te parle du A/B testing, on parle pas des couleurs des boutons, parce que souvent, le monde, il m'appelle, je suis comme, mon bouton, il doit être de quelle couleur? Oui, c'est cool d'avoir un bouton jaune ou rouge ou vert. Tant que le bouton, il sort du lot, faut créer un contraste. Tu peux mettre la couleur que tu veux, tu vas avoir quasiment les mêmes résultats. Mais c'est plus le mot que tu vas mettre dans ton bouton. Personne veut cliquer sur un bouton acheter. Personne veut acheter. Mais tout le monde veut cliquer sur un bouton que ça va être écrit, je veux profiter de l'offre. Je veux faire mon test. Fait que des fois, juste en changeant quelques petits mots, on améliore notre taux de conversion. Intéressant. Puis, d'ailleurs, 20 influenceurs que tu disais sur une campagne, moi, la question que je te pose, est-ce que ces différentes offres-là, ces différents funnels-là, Tarek, tu vas les tester avec du trafic qui va uniquement venir des influenceurs ou des fois, tu vas prendre également la page du brand en question et comparer si vous avez les mêmes résultats? Ben, c'est parce que l'offre, elle n'existe pas sur la page du brand. Fait que c'est vraiment une offre unique. Donc, ça va être vraiment des landing pages qui vont être créées 100% pour cette offre-là. Puis, on va créer 20 pages identiques. La seule chose qui va changer, c'est vraiment, on met toujours la face, une image de la face de notre influenceur là-dedans et son nom, juste pour créer comme un AdSense quand la personne clique sur son offre, elle arrive sur la page, elle le voit. Fait que le sentiment de confiance, il continue à se développer. Parfait, ça. Puis je suis content que tu as remarqué que comme il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, tu sais, c'est comme faut pas tourner les coins ronds quand on lance une campagne, que ce soit avec un influenceur ou sans influenceur, parce que c'est super important. On est en train de créer nos fondations. Si on se permet plus tard à mettre 10, 15, 20 000 $ par jour sur une publicité, parce qu'on a tellement de confiance que ça convertit bien, qu'on a une bonne offre, je me répète, notre formulaire d'opt-in est super bon. Notre page de vente, elle convertit bien. Notre automation de courriel, elle marche. On a un bon taux d'ouverture, puis on a un bon taux de clic. Le taux de conversion est bon, puis on réussit à faire des upsells. Fait que c'est super important d'avoir tous ces éléments qui sont comme top-notch. Avant de passer à notre phase 2,
ce que j'appelle la phase de confirmation. C'est là qu'on va commencer à créer nos premières campagnes publicitaires. Parce que là, c'est cool d'avoir des influenceurs qui ont lancé les offres. Mais là, si on veut grossir, tu sais très bien que la portée organique, que tu sois influenceur ou non, ben elle diminue de jour en jour. Parce que l'inventaire publicitaire puis le nombre de contenus qui se créent dans les médias sociaux est rendu énorme. Donc, si on veut pousser nos offres puis aller chercher plus de ventes, ben on va supporter ça avec la publicité Facebook, ce que plusieurs brands ne font pas. Ils vont s'arrêter juste à l'étape numéro 1. Mais si on veut grossir, faut mousser, faut mettre un petit peu de l'huile sur le feu. Puis notre huile, c'est vraiment la publicité Facebook et Instagram. Ici, dans cette phase 2, on va prendre les influenceurs qui ont bien performé pour nous. Souvent, il va en avoir 3-4 qui vont se démarquer. On va leur demander accès à leur page. Et on va partir la publicité de leur page. Première audience qu'on va utiliser, c'est du monde qui se sont engagés avec cet influenceur dans les 365 derniers jours. Donc, on va lancer ça seulement à leur communauté pour vérifier, plutôt confirmer, est-ce que les taux de conversion, est-ce que nos coûts d'acquisition restent stables? Je te dirais, à 95%, la réponse est oui, même que des fois, on a mieux. Parce que souvent, ces influenceurs-là, ils n'ont pas juste du monde qui les suit du Québec. Ils en ont du monde qui les suit d'un peu partout dans le monde. Et quand on crée une publicité sur Facebook, on va vraiment cibler la région en question. Souvent, on a des centres de fitness que eux, ils sont vraiment localisés dans la grande région de Québec ou la grande région de Montréal. Donc, quand on va créer une pub, on va envoyer à la communauté de cet influenceur-là qui est dans cette région. Donc, souvent, on a soit le même résultat ou même un peu mieux. Maintenant qu'on a cette phase-là, plutôt cette campagne qui marche, on va rajouter une deuxième audience froide. Puis là, c'est là que c'est comme, est-ce que nos coûts vont rester bons ou pas? Souvent, ils sont moins bons. C'est normal, c'est correct. Puis là, l'erreur au début qu'on faisait, c'est qu'on blâmait tout. On blâmait la température, on blâmait l'influenceur, on blâmait nos grands-parents, mais souvent, c'est vraiment au niveau de notre page aussi qu'il faut revenir, puis il faut peut-être la retravailler. Parce que quand l'influenceur te dit quelque chose, tu lui fais confiance, c'est normal que tu achètes. Mais souvent, quand le monde ne connaît pas cet influenceur, il arrive sur la page où il le connaît juste de vue, ben il n'y a pas cette confiance-là. Puis ce qu'on a appris, c'est qu'on a pris un petit peu de recul, puis là, notre automation courriel, au début, elle était sur un seul courriel. Maintenant, elle est rendue sur 5. Puis on réussit à ramener le monde avec ça. Fait que quand on a rajouté ça, maintenant on est capable de peut-être pas convertir tout de suite, mais on sait que la personne, après le 4e, 5e courriel, a peut-être pas juste tanné de nous entendre, mais peut-être comme elle a créé une certaine confiance, puis elle va nous acheter. Puis dans ces courriels-là, non seulement on va mettre en avant l'offre, mais on va surtout mettre en avant le brand. Donc là, il faut que la personne fasse confiance au brand. Au début, on concentrait toute notre énergie sur l'offre. Mais l'offre, elle peut être bonne. Mais est-ce que le monde, ils sont confiants d'aller s'inscrire dans un gym ou aller dans un hôtel? Est-ce que c'est vraiment un bel hôtel, même s'il coûte pas cher? Tu sais, c'est comme, souvent, c'est pas juste l'argent qui compte, mais aussi la valeur perçue par le client. Donc là, quand on mettait le brand, on mettait comme des vidéos plus un petit peu corpo pour montrer c'est qui le brand. On met encore plus de témoignages. J'insiste sur les témoignages. Depuis qu'on les ajoute, ça marche à merveille. C'est l'élément magique là, comme qu'il faut toujours rajouter. Là, on explique, on met comme l'histoire du brand en avant. Puis là, on réussit à aller chercher du monde qui hésitait un peu. Fait que c'est super important de rajouter ça, non seulement dans notre automation courriel, mais aussi sur nos pages. Si vous faites de la publicité Facebook, vous vous êtes sûrement déjà posé la question suivante: comment j'augmente mon budget publicitaire sans impacter mon coût d'acquisition? Chez J7 Media, on gère près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois et on a décidé de vous faire un guide complètement gratuit de plus de 20 pages vous montrant comment amener vos campagnes de 0 à 1000 dollars par jour sur Facebook. Pour le télécharger, rendez-vous à l'URL suivant: expert.j7media.com/social selling. Donc, je répète, expert au pluriel, EXPERTS
bit.j, le chiffre 7, média au singulier.com/social selling, SOCIALSELLING. Le lien est également dans les notes de l'épisode. De retour à la discussion en cours. Ce qu'on réalise, c'est qu'on commence à recevoir beaucoup de messages. Puis là, on commence à recevoir nos premières objections. C'est comme, hey, est-ce que ce forfait-là, il valide pour le dimanche? Est-ce qu'il valide pour samedi? Puis ça, c'est cool d'avoir ça. On le sait qu'il valide, mais là, on rajoute une section FAQ où on répond d'une façon très positive à toutes ces objections. Ça nous aide énormément aussi. Non seulement on reçoit moins de messages, donc notre service à clientèle, il se libère, mais surtout, on est capable de convaincre la personne sur le champ. Parce qu'on répond à des questions, on répond aux questions les plus populaires, mais dans notre tête, on répond aux objections. Donc, on est capable de vendre notre produit. Maintenant qu'on a tout ça en place, là, on commence à aller chercher notre deuxième, je dirais, gamme d'influenceurs. C'est du monde qui a encore plus de followers qu'on sait à travers le temps, ou même des nouveaux. Puis on va les tester. Mais on sait qu'il y a comme plusieurs personnes qui les suivent. Eux, on peut pas les payer à commission. Eux, là, faut prendre le risque avec eux. C'est pour ça qu'avant de prendre ce risque-là, faudrait que tout notre processus soit bon, là. Donc là, on va aller les chercher, puis on va les choisir selon plusieurs critères. Mais je te dirais, les deux premiers critères, c'est vraiment comme le sexe. Si c'est un produit qui s'adresse aux femmes, on va vraiment aller chercher des femmes. Si c'est un produit qui s'adresse aux hommes, on va aller chercher des hommes. C'est super simple. Le deuxième, c'est on va aller regarder toutes les dernières collaborations qu'ils ont fait. Donc, on va aller voir le type de contenu qui crée la qualité, puis on va se fier, la seule chose où on peut se fier, c'est vraiment leur taux d'engagement puis la réponse de leur communauté. Puis là, avec ça, on va vraiment réussir non seulement à aller chercher plus de trafic, mais un contenu encore de meilleure qualité. Puis tu sais, le monde, quand ils vont essayer de créer une publicité, souvent ils vont se mettre en tête, surtout dans les médias sociaux, là on est encore sur Facebook et Instagram, ils vont se mettre en tête, c'est un restaurant, il va essayer de compétitionner contre le restaurant. Quand c'est un spa, il va essayer de battre l'autre spa. Mais je te dirais, Antoine, qu'aujourd'hui, on se bat pas contre les mêmes business que nous. Sur Facebook et Instagram, puis écoute bien ça, on se bat contre les photos de chat et les vidéos drôles. Je te dis, si notre contenu, il peut pas capter l'attention de notre consommateur, on peut arriver avec la meilleure publicité au monde qui va battre tous nos compétiteurs. Si le client l'a pas vu, ça sert à rien, cette publicité-là. Tu sais, il faut pas arriver comme les pubs à la télé, parce que aujourd'hui, la pub à la télé, elle sert à aller aux toilettes, là. Quand la pub part, on s'en va aux toilettes puis on l'écoute pas, ou ça sert à aller répondre à ces messages textes sur le cellulaire. Fait qu'il faut pas arriver, notre cerveau, il commence à développer comme un blocage ou des anti-publicités. Mais la chance qu'on a avec les influenceurs, c'est qu'ils sont capables de créer un contenu, encore une fois, authentique, qui peut attirer l'attention. Puis on sait qu'une fois on attire l'attention du monde, on est capable de les diriger vers notre tunnel de vente. Puis notre tunnel de vente, on sait qu'il béton, puis il va les convertir au maximum. Donc ça, c'est la phase numéro 2. Puis c'est là qu'on va commencer à augmenter le budget tranquillement. On a notre benchmark, parce que là, on sait c'est quoi le coût. Puis le benchmark, il change d'une campagne à l'autre. Ça veut pas dire que sur cette campagne, le benchmark est 10 $ d'acquisition, qu'on va aller chercher 10. Des fois, ça peut être 25. Faut être correct avec ça. Donc, là, on va commencer à augmenter le budget. Puis ce qui est cool, on va lancer nos premières campagnes de retargeting. Fait que là, on a assez du trafic sur notre site web, sur nos tunnels de vente. On a assez d'influenceurs avec une grosse communauté qui nous envoie beaucoup de trafic sur nos tunnels de vente. Donc là, on lance nos campagnes de retargeting avec les premiers influenceurs. Tu te rappelles les 3 premiers influenceurs là, qu'on a choisis de la phase numéro 1, qui avaient pris une belle photo, une belle vidéo, puis qui donnaient quand même, malgré leur petite communauté, des bons résultats. Eux autres, on va les pousser en retargeting. Parce que, comme je t'ai dit, c'est souvent des personnalités qu'on connaît leur visage malgré qu'ils n'ont pas une grosse communauté. Puis je te dirais, quand on a commencé à réutiliser ce contenu-là, nos campagnes de retargeting, ils performent à merveille. C'est
c'est comme au-delà de l'espérance, là. Puis Tariq, je te pose une question. Ces campagnes-là, habituellement, que tu vas faire avec des commerces locaux, des commerces en ligne, peu importe, tu planifies ça sur combien de temps? Dans le sens que le moment que tu lances, tu demandes au premier influenceur de faire un contenu puis d'amener du trafic sur ton tunnel de vente. Entre le moment que tu vas terminer la promotion, combien de temps qu'il va s'écouler à peu près? Je te dirais que ça c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. Au début, là, on pouvait garder ça sur 4 mois, mais c'est pas bon. C'est pas bon de garder ça sur 4 mois parce que de un, tu sais, on travaille beaucoup au Québec. Donc, c'est sûr, le monde finit par voir la campagne avec tous les gros budgets puis le nombre d'influenceurs qu'on va lancer. Fait que l'effet d'urgence, on le perd. Donc, à la fin de la campagne, elle marchait pas. Puis de deux, c'est vraiment le contexte. Tu sais, si on veut lancer une campagne pour le temps des fêtes, c'est pas vrai qu'on va la lancer au début décembre, là. Quand les clients arrivent mi-novembre puis ils veulent une campagne pour le temps des fêtes, c'est déjà trop tard. Si on veut lancer une campagne pour les fêtes, ça va être vraiment maximum début novembre qu'on va la lancer. Fait que, généralement, pour répondre à ta question, on essaie de pas dépasser 2 mois. 2 mois, c'est vraiment le maximum. Puis ces phases-là, vu de un, qu'on lance beaucoup d'influenceurs, vu qu'on met beaucoup d'argent, donc, on peut rapidement diffuser notre message, je dirais, comme 6 semaines. L'autre chose, c'est que toutes les campagnes de publicité, ils vont jamais partir de la page du brand. Ils vont partir de la page de l'influenceur. Et l'influenceur, c'est rare, là, je te dirais peut-être 2-3% qui vont accepter que tu continues à diffuser des publicités pour une promo au-delà de 2 semaines. On se bat avec les agences et les influenceurs pour au moins avoir 2 semaines. Fait que le temps est limité, c'est pour ça que c'est quand même stressant de lancer une campagne, parce que non seulement on peut perdre de l'argent, mais aussi la crédibilité. Tu sais, puis on veut pas mettre beaucoup d'argent pour faire perdre la crédibilité à une marque. Fait que c'est des sprints à chaque fois. Oh oui. Puis des fois, quand on lance 3-4 campagnes, 3-4 offres, écoute, c'est un gros sprint. Mais c'est excitant. C'est excitant parce que tu vois les ventes rentrer, là, c'est hallucinant. Donc là, bon, t'as parlé étape 1, étape 2. T'avais-tu terminé avec ton étape 2 ou il y a encore quelque chose? C'est ça. L'étape 2, c'est comme on termine avec le retargeting. Parfait. Puis là, je te dirais, pendant cette étape-là, on a fait les derniers tweaks d'optimisation. Tu sais, on le sait, c'est quoi les audiences qu'on va cibler, on sait notre petite automation courriel marche, on a rajouté assez de contenu, on répond aux objections de nos clients. Fait que l'étape de confirmation, on a confirmé que, OK, on a une formule gagnante. Là, c'est comme, OK, vider les cartes de crédit, on va les remplir. Facebook est content. Fait que là, j'imagine que là, tu vas nous parler que tu vas mettre un petit peu plus de budget dans ton tunnel de vente. Hein? Ah oui, là, c'est le temps que le serveur qui héberge le tunnel de vente, il crash pas. Parce qu'on envoie du trafic. Puis tu sais, puis souvent, je te dirais, Antoine, que le monde, ils ont peur de mettre autant de budget, puis je les comprends. Puis moi, je te dirais que la phase numéro 3, pour moi, c'est la plus facile. Parce que tout le travail a été fait. J'ai travaillé tellement fort avec l'équipe à créer une formule gagnante que celle-là, c'est juste comme, je rajoute des zéros dans le budget, là. Ah, puis honnêtement, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, augmenter son budget sur Facebook, parce que c'est de ça que tu vas parler, j'ai l'impression, hein, c'est une étape qui, comme tu dis, qui est pas supposée te stresser, parce que théoriquement, si tu fais de l'achat média, si tu fais du placement média, tu comprends que c'est la dernière étape, mais la dernière étape, tu la fais seulement quand tout est, on pourrait dire, streamliné, fluide, t'es confiant, tu pourrais arrêter ta campagne, la relancer, puis elle fonctionnerait parce que ton tunnel de vente est tellement fonctionnel que je suis d'accord avec toi, cette période-là ne doit pas t'effrayer. Au contraire, ton tunnel de vente, il est prêt à en avoir un petit peu plus de budget. Puis, si tu suis les bonnes pratiques, là, habituellement, tu risques d'avoir du succès. Regarde, t'as résumé ça en une seule phrase, c'est exactement ça. Parce que cette phase-là, ça nous permet d'avoir assez confiance d'aller chercher des influenceurs, de un, qui demandent des gros budgets, qui ont un gros following. Puis on sait que quand on va ramener leur communauté sur notre tunnel de vente, elle va mieux convertir, donc on va pas les perdre. Tu sais, au début, ça ne me dérangeait pas de perdre peut-être 5 000, 6 000 personnes
pour apprendre. Anyway, on les a pixelisés pour revenir les chercher. Mais quand un influenceur là est capable de t'envoyer comme 30 000, 40 000 personnes en 24 heures et même plus des fois, ben tu peux pas te permettre de perdre ça parce que tu as une seule chance pour les convertir. Là. La campagne se termine dans quelques jours. Là. c'est ta chance ou jamais. Là. Donc cette phase-là, je te dirais que le plus long de cette phase-là, puis le plus compliqué, c'est la négociation. Là, tu négocies avec des agences, tu négocies avec des influenceurs que c'est leur job principal de faire ça. Ils travaillent avec des gros brands. Puis là, ce qui est cool, c'est que eux, on peut se permettre non seulement de leur donner un cachet fixe, mais rajouter une petite commission pour les exciter pour travailler avec nous. Ce qui est cool avec ça, c'est qu'on arrive avec un rapport. Tu sais, quand on s'en va voir l'agence ou l'influenceur, je suis comme, regarde, là, ça fait 3 semaines qu'on roule. Voici notre taux de conversion. Voici nos coûts d'acquisition. Voici, tu sais, on ramène tout. Puis regarde, si ton influenceur te dit qu'il va m'envoyer 40 000 en 1 heure de trafic, ben check, à 12-13% ou 18%, si lui, il peut aller chercher un 30%, ben regarde combien d'argent il va faire. Fait que là, on parle business, là. Tu sais, c'est plate, mais ces influenceurs-là, ils ont le luxe de choisir avec qui ils vont travailler. Puis c'est pas toujours vrai, ce qui est un petit peu triste. Puis là, je le dis ouvertement, peut-être que je vais avoir des tomates, des roches sans tête. C'est pas vrai que toujours l'influenceur, il va choisir un brand coup de cœur. Là. Il va commencer à penser, c'est une entreprise, cet influenceur-là rendu là. Il va choisir l'argent. Fait que si on lui fait une bonne projection de combien il peut gagner, plus un cachet fixe, tu sais, souvent on va travailler même pas avec l'influenceur, mais avec un broker, avec un courtier. Donc ce courtier-là, il regarde sa commission. Là, il devient tout à coup excité. Là, là je suis comme, OK, on est capable de faire ça. Lui, calcule rapidement combien l'agence va faire. Fait que là, je suis comme, OK, parfait, je te propose lui, puis lui, puis lui. Puis là-dedans, ben, on a des grosses personnalités connues que souvent, on va réussir à les convaincre. Et là, quand on les présente au brand, le brand dit non, ça rejoint pas mes valeurs. Là, je suis comme, hey, décide-toi, là. La campagne finit dans 1 semaine. Fait que, je te dirais, c'est la phase la plus comme excitante, mais en même temps la plus compliquée en termes d'engagement auprès des influenceurs, là. Mais le reste, la publicité, c'est super simple. Fait qu'en gros, tu t'en vas chercher les influenceurs avec un rapport de force. Parce que c'est ça tout arrive, t'as une offre que vous offrez, Influence World, où est-ce que il y a tout à gagner pour l'influenceur si la campagne est déjà fonctionnelle. Si tu travailles à la commission puis t'es capable d'arriver dans ton pitch de vente et de dire, regarde, le coût par achat est de temps. Théoriquement, si t'amènes le trafic que t'amènes habituellement, tu vas faire X, Y, Z montant d'argent. À un certain point, le deal est facile, là. Ben oui. Puis ce monde-là, ben, on met quand même beaucoup de budget là-dessus pour créer du contenu avec eux. Tu sais, on essaie de garder quand même leur créativité, on veut pas la changer, mais on a quand même quelques étapes qu'ils doivent respecter parce qu'on sait qu'est-ce qui marche. Parce que là, 80% du monde qu'ils vont ramener, ça va venir de la publicité, là. C'est comme, on met tellement des gros budgets, donc on veut qu'ils suivent notre méthode de création de contenu pour que la publicité soit fonctionnelle pour leur communauté et pour nous aussi. Donc là, aussitôt qu'on a convaincu ce monde, on arrive, on présente ça toujours au client, parce que c'est le client qui a le dernier mot à dire. Il les approuve. Souvent aussi, le client, il va avoir déjà 2-3 personnalités en tête qui va dire, ah, moi, là, j'aimerais ça. Puis là, je vais prendre une autre parenthèse. Souvent, les clients, ils vont choisir 2-3 personnalités parce qu'ils les aiment. Mais souvent, ces 3 personnalités-là matchent pas avec leur brand, là. Tu sais, c'est comme, je sais pas, j'ai pas un exemple concret, mais je veux surtout pas nommer des noms dans ce podcast-là, mais faut pas choisir les influenceurs parce que tu as un coup de cœur personnel avec cette personne-là, mais il faut que cet influenceur-là soit vraiment comme un bon complément à l'offre que tu vas présenter, puis les personnes qui le suivent soient un petit peu ton audience pour l'offre que tu vas faire, là. Business is business. Ben oui. Ben, tu sais, puis nous, chez Influence World Media, on prend un grand risque, là. Donc, c'est sûr, là, on essaie vraiment de matcher les bonnes personnalités publiques avec le bon brand parce qu'on sait que ça va convertir. Fait que, je te dirais, dans cette phase numéro 3, au-delà
de ces petits trucs-là. D'ailleurs, on les commence, tu sais, puis comme on peut pas commencer ça 3 semaines à l'avance, là. On les commence 2-3 jours avant la fin de la phase numéro 2. Donc, le temps est serré. C'est vraiment une course contre la montre. Aussitôt qu'on a ces influenceurs, on signe les contrats, tout est fait. Là, on leur envoie un petit guide pour créer le contenu. Il y a toujours 1 ou 2 rencontres avec eux, tu sais, au nombre d'argent qu'on leur avance. Puis, en nombre d'argent qu'ils vont recevoir, on peut se permettre ça. Quelque chose qu'on pouvait pas se permettre avec les autres. Malgré qu'ils sont petits, on va les respecter. On n'est pas exigeant, donc on va pas quand même donner beaucoup d'exigences. Donc, eux autres, on va être vraiment très exigeants. On va leur donner qu'est-ce qu'on veut. Puis là, généralement, ça peut prendre 3-4 jours pour avoir ce contenu et on lance la campagne. Puis là, quand on lance la campagne, je te dirais, on va la laisser rouler 18-19 heures juste pour confirmer rapidement, mais surtout comme profiter de la portée organique. Puis le lendemain matin, boum, on commence à lancer la pub. Ce qui est le fun, c'est que nos audiences sont tous prêtes. La campagne est prête. On travaille avec des budgets, des objectifs de conversion. Donc là, on sait qu'on peut grossir notre budget. Fait qu'on va juste créer une campagne avec les mêmes audiences qu'on avait faites. On rajoute bien sûr l'audience d'engagement de cet influenceur-là, puis on va la délimiter vers la région où le brand est concentré, à moins que ça soit un brand qu'on peut shipper. Fait que là, on peut aller aussi gros. Et au lieu de mettre 100, 150, 200, 300 par jour, on va mettre un 10 000 $ par jour sur celle-là. Puis on va mettre un 2 000 en retargeting. Comme on part avec 12 000, qu'on va augmenter tranquillement à tous les jours de 20-25%. Là, ce qui est cool, puis là, ce qui est cool, excuse-moi d'avoir interrompu, c'est que souvent, on va pas lancer un. Il va en avoir 3. 3 influenceurs en même temps à 10 000 $ de budget par jour. Donc là, c'est comme... Trafic, là. Il y a du trafic. Puis ce qui est cool, il y a du croisement. Il y a du croisement, c'est que le monde, là, il voit le brand partout. Puis il a l'impression que tout le monde parle de ce brand-là en une semaine. Donc là, nos coûts, je te cacherai pas que les coûts d'acquisition augmentent. Ça, c'est évident que ça augmente, mais c'est pas une augmentation comme qui peut nous faire mal. Ça augmente de peut-être 3, 4, 5 piastres, mais c'est pas quelque chose qui nous fait peur parce qu'à la quantité qu'on vend, on est capable d'absorber ça. Je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui font de la pub Facebook. Il faut faire la distinction entre l'investissement total que tu vas faire puis le ROAS. Puis je vais essayer de m'expliquer un petit peu pour l'audience. Souvent, on parle avec des gens puis à chaque dollar que tu vas investir, tu vas en faire, on va dire, 4 dans tes poches. Mais tu vas le faire avec un investissement de 50 $ par jour. Fait qu'on s'entend qu'en recette d'affaires, ben à la fin de la journée, si tu investis 50 $ par jour puis tu fais 4 $ à chaque fois que tu investis $1, on s'entend qu'à la fin de la journée, tu fais 200 $ de recettes. Enlève ton 50 $ de publicité, tu as fait 150 $ de revenus bruts, de profit brut. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Fait que je pense qu'à un certain point, ça peut être plus intéressant d'avoir peut-être un retour de 3, mais avec un investissement de 1000 $ par jour. Parce que là, tu vas faire 3 000 $ de recettes, enlève ton 1 000 $ de coût de publicité, il te reste 2 000 $ de revenus de profit brut. Ben, tu as un retour de 3, pas un retour de 4. Donc, c'est important de faire la distinction. Puis, je pense que c'est un petit peu ça que tu disais, que ça te dérange pas que ton coût d'acquisition soit plus élevé. Quand ton volume d'investissement publicitaire devient beaucoup plus élevé, il faut faire la distinction entre le retour, le profit brut que tu fais, comparativement au retour sur investissement direct de ta pub. Là. Tout est une question de budget investi à un certain point. C'est super bien expliqué. Puis je rajouterais que non seulement, tu sais, nous autres, on travaille pas comme pour le branding, là. Puis je sais que c'est super important. Mais mon premier indicateur de performance, c'est ton retour live en cash qui va rentrer dans ton compte de banque. Mais le branding ben oui. Puis le branding que tu vas avoir à travers cette campagne de publicité, c'est énorme. Ça va te continuer à te générer des revenus dans le futur. Puis le monde, il sait que tu existes aujourd'hui. Puis faut pas oublier que tout ce monde-là qui ont acheté, ben t'as leurs informations. Toutes les personnes qui n'ont pas acheté, ils ont déjà opt-in. Tout le monde qui n'ont pas opt-in, qui ça disait qu'ils n'ont pas donné leur adresse courriel, ben tu les as sur ton pixel que tu peux utiliser sur 180 jours. Oh oui. Écoute, là, c'est le meilleur c'est le meilleur du monde. Un petit truc que j'ai pas mentionné, c'est un truc quand même qui marche très bien pour nous, c'est dans la phase 3,
aussitôt qu'on va arriver à atteindre, souvent on va arriver vers la phase 2 à 2000 ventes, on crée une audience lookalike. Pas avant. Tu sais, des fois, là, on est pressé, mais comme, non. Plus j'ai appris avec le temps, plus que tu donnes une bonne source de qualité à ton lookalike, plus que ton lookalike va performer bien. Donc, on est patient. À seconde qu'on ait 2000, parce que je te dis, quand on va donner 2000 à Facebook, son taux de matching, c'est environ 70-75%. Donc, il va aller peut-être, on va avoir juste 1500. Avec 1500, il a déjà compris le type de profil qu'on veut aller chercher. On rajoute ça dans toutes les campagnes des influenceurs à trafic froid. Puis, regarde, là, c'est comme sky's is the limit, là. C'est comme ça performe assez bien. La seule chose qui nous bloque, c'est qu'il n'y a pas assez de monde au Québec. C'est la seule chose qui nous bloque en ce moment. Mais suivre ces 3 phases-là, ça ne peut pas ne pas donner des bons résultats. Puis au pire, t'arrêtes à la phase 1, tu dis OK, je suis pas prêt, mon produit est pas bon, le marché n'a pas adopté mon offre, comment je peux l'améliorer? Puis tu refais la phase numéro 1 plusieurs fois, une vingtaine, trentaine de fois, jusqu'à temps que tu as la phase numéro 1 qui est comme à 100% fonctionnelle, puis là, tu passes à ta phase numéro 2 et ta phase numéro 3. Fait que c'est super important que oui, on passe beaucoup de temps dans la phase numéro 1, mais le reste, ça vient tout seul. Si on veut faire des revenus, puis on veut grossir le chiffre d'affaires des entreprises, ben, il faut créer des bonnes fondations. Intéressant, Tarek Dasser. Des techniques, je pense, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui font de la vente en ligne, qui offrent un produit de masse, qui veulent aller chercher un maximum de retour. Je pense que c'est un bon mix à avoir, de garder en tête, parce qu'essentiellement, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est, puis corrige-moi si je me trompe, Tarek, c'est d'utiliser, on va dire, une audience engagée, une communauté engagée qu'un influenceur a bâti à travers le temps, mixée avec une compréhension et une intelligence de placement média, une intelligence de création d'offres. Puis les deux ensemble, ben là, ça fait un cocktail explosif. Ben oui, ça fait. Puis tu sais, c'est comme il y a une autre métrique que je veux pas prendre en considération, mais quand même importante. Mais souvent le monde il s'arrête à cette métrique-là. C'est vraiment le taux d'engagement. Mais tu sais, quand on arrive à la phase 3, tu sais, la majorité de nos pubs, ils sont rendus à environ 1500 partages, 5000 likes, énormément de commentaires. Donc oui, ça nous rajoute aussi une certaine crédibilité. Mais on s'arrête pas à ça, là. C'est comme, on veut vraiment comme le coût d'acquisition. Puis ça aussi, ça nous aide avec parce qu'il y a plein de monde qui va aimer cette vidéo parce qu'il aime l'influenceur. Il aime ce qu'il fait, mais il aime pas nécessairement notre brand. C'est juste que cette crédibilité, en quelque sorte, on va l'utiliser à notre avantage. Après, oui, ça joue dans la balance, ça peut diminuer notre coût d'acquisition, mais il faut vraiment pas se baser là-dessus. Là, tu le sais, Antoine, des fois, des publicités avec quasiment pas de likes, c'est eux autres qui nous donnent les meilleures ventes, là. Donc, juste je me répète pour que le monde ne me prend pas au sérieux avec mon taux d'engagement. C'est bon, mais pas assez. Tu sais, ça va toujours théoriquement aider d'avoir beaucoup d'engagement sur une publicité. Si on voit qu'il y a beaucoup de bons commentaires, qu'il y a beaucoup de partages, c'est vrai que ça peut influencer peut-être à un certain point. Mais bon, selon ce que Facebook dit, puis tu te rappelles, on était là ensemble dans cette rencontre-là à Chicago quand ils nous ont expliqué ça une fois pour toutes. Ils disent, guys, focussez plus sur le clic, focussez plus sur l'engagement. On a fait une recherche avec Nielsen aux États-Unis. On a analysé des millions de publicités. Il n'y a aucune corrélation. Ah oui. Donc, ça peut être bon pour votre ego d'avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, mais si c'est encore plus important, votre compte en banque, ne vous focussez pas sur comment il y avait ça en anglais, des vanity metrics. Des vanity metrics, ouais. Des métriques qui, au final, sont uniquement là pour flatter un petit peu ton ego, mais qui n'ont pas d'impact sur ton chiffre d'affaires. Tu sais, puis il y a eu plusieurs recherches, dont une par l'université Harvard, qui a montré que le monde qui like n'a aucune intention de convertir. Donc, tu sais, puis au début, ça a fait mal un peu à Facebook, mais finalement, c'est Facebook qui a fait ses propres recherches, puis il a confirmé que effectivement, les likes, c'est cool, mais c'est pas assez si on est dans un objectif de direct response. On est d'accord là-dessus. Tarek, merci énormément d'avoir été sur Social Selling aujourd'hui. Toujours un plaisir de continuer nos discussions ensemble. On travaille plus ensemble, mais on continue à s'échanger des trucs. Puis je pense que c'est important de le faire dans l'industrie, de partager au maximum ses connaissances. Avant que je te laisse aller, y a-tu de quoi que tu pourrais rajouter qui pourrait peut-être aider l'audience aujourd'hui pour les gens qui veulent peut-être faire du marketing d'influence ou etc.? Ben écoute, j'ai un mot à dire.
c'est patience. Faut être patient. Parce que l'erreur numéro 1 que les entreprises vont faire, c'est qu'ils vont vouloir aller chercher des résultats rapidement. Ils sont pas patients. Puis souvent, ce qui va arriver, soit ils vont arrêter une campagne qui, avec le temps, aurait super bien fonctionné, ou soit ils auraient continué avec quelque chose qui n'aurait jamais fonctionné. Fait que soyez patient avec que ça soit du marketing juste sur Facebook ou mixé avec de l'influence ou mixé avec d'autres médias. Soyez patient. Jugez pas les résultats sur 24 heures. Jugez-les sur une plus grosse période. D'ailleurs, tu sais, c'est comme là, je voulais pas rentrer trop technique dans ce podcast-là, mais notre modèle d'attribution sur ces funnels, c'est sur 28 jours, là. C'est comme on sait, il y a plein de monde, puis avec la plateforme qui héberge notre tunnel de vente, on voit souvent que la personne a opt-in à la phase 1, mais elle a acheté à la phase 3. Puis il y a du monde que à la phase 3, parce qu'il y a quand même beaucoup de budget qui est là-dessus, il opt-in sur le tunnel de vente d'un influenceur, mais il achète sur le tunnel de vente d'un autre influenceur. Donc, faut donner la chance, mais pour pouvoir être confiant de donner cette chance-là, créez-vous des bonnes fondations. Super intéressant. Tarek, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler marketing avec toi. C'était sûr et certain qu'on allait faire un podcast ensemble. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.